Après la conférence de Marc Bormont, historien de l'art et conservateur des sculptures au musée du Louvre, qui a retracé le parcours artistique de Michel-Ange de la jeunesse à la maturité, nous vous convions à partager le regard croisé des deux artistes, l'écrivaine Sandrine Willems et la photographe Marie-Françoise Plissard, qui ensemble ont conçu le livre Élégie à Michel-Ange, publié en 2005, et qui a donné l'idée de notre rencontre d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur la table des présentations près de l'entrée ou de la sortie de l'auditorium. Marie Plissard nous donnera lecture de quelques extraits du livre Une vie de Michel-Ange entre fiction et réalité, racontée du point de vue de son dernier amant, pendant que l'on verra défiler sur l'écran des photographies de ses sculptures et des carrières de marbre de Carrare, d'où il a tiré sa matière première, photographie de Marie-Françoise Plissard, qui sont autant de commentaires, contrepoints poétiques au récit écrit et lu. Ensuite, Yann Battens, poète et critique littéraire et qui connaît très bien les travaux des deux artistes, discutera avec elle de cette expérience singulière de travail de collaboration qu'il a décrit comme une fiction narrative photographiquement illustrée. Donc, je laisse la parole à Sandrine Willems. De son secret, cet amour infini qu'il portait à une mère dont il ne savait rien, il fit alors une pietà, de l'âge qu'à sa mort avait Francesca. Aussi la Vierge paraît-elle plus jeune que son défunt fils, qui en outre, s'il se relevait, lui arriverait à la cheville. Lorsqu'à l'artiste on reprocha de prêter plus de grandeur à l'humain qu'au céleste, il répliqua qu'il ne prenait pas ses mesures d'après la théologie, mais dans son cœur. Sur quoi on soupçonna sa pietà de ne point souffrir. Celle-ci, il est vrai, rayonne d'une telle sérénité qu'elle semble près de sourire. Mais c'est qu'un ange sans doute l'a visitée, comme au premier jour, pour que tenant son enfant crucifié, elle accepte ainsi jusqu'au bout des doigts. Ses mains s'entr'ouvrent même afin de rendre grâce, et dans ces deux phalanges que le temps brisa, se concentra toute sa peine. Depuis cette statue dont il se sentait le fils, l'ange sut qu'un créateur peut être engendré par son œuvre. Non ha l'ottimo artista alcun concetto, qu'un marmo solo in se non circoscriva, écrivit-il un jour. Le meilleur artiste n'a pas une idée qu'en elle ne contienne la pierre. Pour en extraire une figure, il s'agirait donc d'user plus que de force de respect. Et à l'attaque frontale, toujours Michael préférerait celle qui s'y prend de biais. Ne voulant rien inventer, ne visant qu'à redécouvrir, pour lui, Platon demeurait le seul guide. Les veines de ses personnages se confondraient avec celles du marbre, et le tailler serait comme lui faire l'amour. Il n'en regrettait pas moins ce temps où les hommes, n'ayant pas encore besoin de toucher pour croire, adoraient des rochers sans pour autant les sculpter. En souvenir, il assit sa pietà sur un roc si rugueux qu'on le dirait tombé du Golgotha, et à toutes ses sculptures désormais laisserait un angle de pierre brute, comme un tribut aux ancestrales divinités, qui deviendrait sa manière de signer. Ce premier chef-d'œuvre, en effet, resterait le seul à porter son nom. Plus poli et achevé que toutes celles qui lui succédèrent, elle figure comme une fin située au commencement. Cette Vierge pour qui la mort ressemble à un enfantement. Après la fournaise de Rome, l'ange eut droit à un froid humide qui lui valut une cascade de rhume et puis de rhumatisme. Approchant des 33 ans, il se retrouva pareil à un vieillard. Or, moi jamais je n'ai été jeune. À 15 ans, je trimais déjà et ces années-là ne reviennent pas. Ne me voici pas à l'âge où le Christ dut mourir. Moi non plus, sans doute, n'en ai-je plus pour longtemps. Ma santé, je l'ai perdue à ce labeur de forçat. Le pire étant que je continue. Mais cette fois, j'ai bien peur de ne pas arriver à finir ce géant et de ne plus jamais sortir de cette glèbe.
Des pieds à la tête couverts de terre, il avait l'impression de patauger dans un cimetière où la mort, durant un tour du propriétaire, à voir sa mine de cadavre, aurait pu s'y tromper. Redoutant de laisser encore l'une de ses œuvres inachevées, il renonça dès lors à tout repos, s'en fût-il accordé du reste que le souci de sa statue l'en aurait privé. Ainsi se révéla un nouvel aspect de son mal, qui fit résonner les dires de Ficin. Qu'il verse dans la pathologie ou le génie, toujours les hommes de mélancolie paraissent possédés. Lorsqu'ils se mettent à créer, une sorte de fureur s'empare d'eux et leur donne l'air de fous dangereux. Habités par quelques démons ou quelques dieux, certains perçoivent des voix, d'autres des lueurs, mais tous éprouvent une présence qu'ils ont à faire sortir de leur tête ou de leur ventre. Et tant qu'ils n'y sont parvenus, c'est plus fort qu'eux. Ils doivent travailler comme des forcenés. C'était exactement cela. Le sculpteur portait en lui un autre qui l'obligeait à sans trêve engendrer. En fait d'ange gardien, on aurait pu inventer plus cruel. Michael craignait de ne pas y résister, son corps semblant trop frêle pour sa volonté. À moins que ce ne fût son âme, cette chose étrangère qui de l'intérieur le mettait en danger. En ce cas, il n'y aurait pas d'issue, car comment sans périr sortir de soi son âme? Et puis quel visage lui prêter? L'ange fonçait tout droit sur un rocher, plus encore que l'art de l'airain, ignorant celui de se ménager. Ayant toujours vécu en prisonnier d'un peu d'eau et de pain, il en vint à oublier de se nourrir et négligeait évidemment de se laver, soutenant que la crasse protège des maladies. Peu à peu, il sombrait dans l'hypocondrie et se forgeait des maux plus aisément que des statues. Un jour, c'était des crampes d'estomac, un autre des migraines, qu'aggravaient ses yeux épuisés qui parfois se voilaient de noir, faute de se fermer. De constamment rester debout, ses jambes se mirent à enfler, ce à quoi il n'arrangea rien en n'enlevant jamais ses chausses. Quand celle-ci n'était plus que trou, mais impossible à retirer, la sueur ayant soudé le cuir à la peau, pour les arracher, il payait quelques gamins, mais la peau venant aussi, pour le petit, il y avait de quoi défaillir face à cet homme qui ricanait en regardant ses jambes ensanglantées. Se replongeant lui-même dans les siècles passés, le sculpteur vêtit à l'antique ces Médicis. Leurs sarcophages évoquant ainsi ceux du cloître de sa jeunesse, il se dit qu'à cette alliance alors scellée avec les morts, il n'avait nullement dérogé. Comment l'aurais-je pu du reste? Ne sont-ils pas là, ceux qu'on prétend absents, à continuellement me tirailler afin de se réincarner, s'emparant de mes mains comme de ma pensée? Bien sûr, il se demandait parfois si ce n'était pas lui qui inventait ces revenants. Mais en de tels moments, il se sentait si seul face à la pierre qu'il n'arrivait plus à sculpter. Ces fantômes, par bonheur, et avec eux la plus impérieuse nécessité, bientôt revenaient l'empoigner. Alors il s'y remettait, certes en bougonnant, vu qu'il ne savait rien faire autrement, mais au fond enchanté, luttant privé de ses morts, plus qu'eux encore, sans doute, en aurait-il été perdu. Bizarrement, c'était leur compagnie qui lui faisait le mieux entrevoir ce que devait être l'éternité. Or, cela n'avait rien à voir avec la durée ou la dureté de la pierre. Cela ressemblait plutôt à de la tendresse ou à la fragile mémoire d'êtres qui vont périr. C'était comme la main d'un mourant serrée par son frère qui mourra le lendemain. Si ça n'avait tenu qu'à lui, pour se souvenir, l'ange se serait passé de tous ces marbres. Il eût simplement joint les mains pour que l'une semble celle d'un défunt et l'autre la sienne qu'il aurait étreint. Quant au visage perdu, l'amour ne le rendait-il pas beaucoup mieux que l'art? Aux disparus, pourtant, il s'agissait de prouver par ces statues qu'ils étaient toujours là. Les morts, ça les rassure tellement de posséder des doubles de pierre. Ça les faisait bien rire d'être devenus si importants. Et rien que pour un de leurs sourires, l'ange aurait travaillé 100 ans. Honte sur moi et ce métier de malheur. Toute ma vie, j'ai sculpté des tombes pour des étrangers et à mon propre père, je ne peux consacrer un mois.
De quoi ai-je donc à me punir pour me plier à une telle servitude? Que n'ai-je repris les affaires de ma famille? Si je voulais l'ardeur, je n'avais qu'à me faire fabricant d'allumettes. Mais moi, il me fallait l'art et la misère assurée. Celle-ci, hélas, ne garantit nullement celui-là. Et mon chef-d'œuvre, je l'attends toujours. Or, ce n'est plus à mon âge qu'il me viendra. Si à mon labeur j'ai tout sacrifié, n'ai-je pas également tout raté? La seule entreprise d'ampleur que j'ai menée à terme, c'est ce plafond, dont mieux que moi se serait tiré n'importe quel peintre de profession. Il est vrai qu'on m'admire, mais c'est bien là le comble. Et je ne sais ce qui me paraît le plus méprisable entre mes louangeurs et mes étrons de marbre. Mais lorsqu'à ce point on se sait médiocre, peut-on encore travailler? Allons, ne serait-il pas temps de renoncer à l'art, comme jadis à l'amour? Qui sait même si ce n'est pas d'avoir manqué le second que le premier m'a échappé? On dirait en effet qu'à défaut d'un autre, j'ai le génie de toujours passer à côté de l'essentiel. S'attendant à un créateur comme en représentaient les gravures de son père, les yeux au ciel et la main sur le cœur, le Jouvenceau fut quelque peu surpris d'avoir en face de lui un vieillard débraillé qui sentait fort mauvais et paraissait stupide. À son discours composé avec tant de soin, le sculpteur en effet ne trouvait rien à répondre. Celui-ci, à vrai dire, était assommé. Il fallait bien que ça m'arrive un jour, comme un rocher qui me tomberait dessus ou me pétrifierait, enfin je ne sais plus. D'ailleurs, je ne sais plus rien, sinon qu'un coup de foudre n'est rien auprès d'un tel choc. Car qu'était-ce que Raphaël à côté de ce gamin qui me fait mal d'être si beau? C'en devient monstrueux, à moins que ce ne soit moi encore qui me le figure tel. Dimmi di grazia amor se gli occhi miei veggono il verde, le beltà qu'aspiro. O solo dentro, alors che dov'io miro, veggio scolpito il viso di costei. Et voilà que je parle en vers, moi qui ne peux aligner 3 mots, comme si aucune langue ne m'était plus étrangère. Dis-moi de grâce, amour, si devant mes yeux se tient vraiment cette beauté à laquelle depuis toujours j'aspire, ou si elle est en moi quand je vois où que se porta mon regard, ce visage sculpté. Car ce ne peut qu'être une sculpture, certes, ce n'est pas courant, les statues qui frappent aux portes. Mieux vaut que je ne lui serre pas la main, celui-là, je le sens, ne me lâcherait plus. Comment oublier une telle main ? Et je n'avais, mon Dieu, pas encore vu ses pieds. Moi, je ne regarde jamais que les visages. Les corps, je me contente de les sculpter. De Sancio même, je ne saurais dire s'il était petit ou grand. Mais à présent, tout va changer. Déjà, je sens des ailes me pousser, ainsi que le décrit Platon. Et voici que crèvent les écailles qui m'occultaient les yeux. C'est le dard de ces yeux-là qui a dû se planter en eux. Et maintenant, ça gicle de partout. Serait-ce de la sueur, car assurément j'ai de la fièvre, à moins que ce ne soit du pus. Platon en parle aussi, comparant ses démangeaisons et ses élancements à des poussées de dents. Ne dirait-on pas que ma sève remonte et qu'un germe en émerge, et demain ce sera une grande aile blanche? En réalité, Thomas était moins beau que Raphaël, mais il était encore plus jeune et l'ange, lui, avait vieilli. Approchant des 57 ans, son corps endolori était trop assoiffé de vie pour ne pas s'amouracher éperdument de ces 25 printemps qui venaient le sonner. Si celui-là ne me sauve pas, c'est vraiment que personne ne peut plus rien pour moi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pris patience, mais là, mon choix est fait. L'amour aura ses traits où il ne sera pas. Les fruits verts sont acerbes, hélas. Et si un vieil homme, parfois, il rend de sa jeunesse, ils peuvent aussi lui rappeler combien elle est lointaine. Or, moi, l'insouciance, je ne l'ai jamais connue et quitterai la vie sans avoir eu ma part si cet enfant ne me l'octroie. Que ne céderais-je pas pour me délester de 30 ans et retrouver cette fraîcheur qui me faisait paraître moins laid? Que pourrais-je encore te donner, mon cher Thomas, avec ce qu'il me reste d'avenir? C'est mon passé que j'aurais dû t'offrir pour qu'à ton image tu le modèles. Assis sur l'un de ces vieux marbres, aussi usé que lui, mais ne se sentant pas moins inachevé, l'artiste demeura une nuit à penser. Toute sa vie y passait, ainsi qu'elle le fait, dit-on, à notre heure dernière. Or, parmi tant de pierres, il ne voyait nul corps. Il est vrai que jamais je n'ai figuré de vivant. Les seuls corps dont j'eusse tâté gisant dans une morgue,
Quant aux visages que j'ai sculptés, ils étaient de mon invention. À représenter des vivants, sans doute aurais-je craint de leur ôter la vie, alors je faisais des morts afin de la leur rendre. Mais comment l'aurais-je pu, moi qui ne vivais pas ? Voilà pourquoi aucune de mes statues ne parvint à sourire. N'est-ce pas par leur sourire que des morts se distinguent les vifs ? Moi, je n'ai taillé que masque funéraire à tant vouloir faire fi de tout masque. Jamais je ne suis allée jusqu'à la chair. Me suis-je moi-même jamais incarnée ? Or, comme le répétait Léonard, on ne figure bien que ce que l'on devient. Aimer également n'est-ce pas s'efforcer de devenir un autre ? Moi, je n'ai jamais été que pareil à moi-même, faisant comme Raphaël qui ne figurait que lui. Hélas, Raphaël était beau, quand moi je ne cesse de souffrir et la souffrance est répugnante. Pour engendrer de la beauté, les hommes de mon espèce doivent s'y mettre à deux. N'est-ce pas ainsi que se font les enfants ? Et c'est à ton âge, pauvre vieillard, que tu l'apprends. Allons, essaie d'en rire et puis va-t'en dormir. N'as-tu pas 10 fois fait ton temps ? Va donc te coucher sur la pierre puisqu'aucun corps ne veut de toi. Le marbre est froid, assurément, mais ce n'est pas ton couteau qui le réchauffera. Comme tous les moribonds, pourtant, il eut un ultime soubresaut de vie. Au fond, pourquoi ne m'accorderais-je pas au moins une fois ce modèle vivant que toujours je me suis refusé ? Je n'ai qu'à demander aux Cavalieri de poser pour moi. Mais oui, c'est pour cela que j'ai attendu jusqu'à lui, sa beauté seule surpassant mes songes. N'a-t-il pas accepté de devenir mon chef-d'œuvre ? Je le vois d'ici, grandeur nature, dans un bloc de Carrare, à faire crouler d'envie Moïse et mes esclaves. Et sur l'heure, il pria le jeune homme de revenir. Si durant toutes ces années consacrées à des marches ou des murs, le sculpteur ne sculpta plus, peu lui importa. La pierre, je ne l'ai que trop travaillée. Quand mon âme, elle, est restée en friche. Or, non è danno per al tempo perso, si presso alla morte e si lontan da Dio, ni pinger ni scolpir, fiu più che quieti. Il n'est de pire perte que celle du temps. Si près de la mort et si loin de Dieu, ni peindre ni sculpter ne peuvent plus m'apaiser. Du temps d'ailleurs me serait-il encore accordé que je le passerais à reproduire mes erreurs ? N'ai-je pas toujours été pierre qui roule sans amasser de mousse ? Regardez donc, mon Dieu, comme mes mains sont vides. Mais peut-on prier les mains pleines ? Et doit-on avec vous s'encombrer de gants ? D'avoir tellement sculpté, moi j'ai les mains trouées, assurément. Mais qui pourrait mieux vous toucher qu'un crucifié ? Mes statues, sans doute, n'étant que stations sur un chemin de croix. Certes, je les envie, ceux qui se vouent à œuvres plus obscures et prennent sur eux la souffrance du monde. Certes, j'aurais rêvé de devenir un saint, mais ce ne fut pas ma part. Moi, je fus mis à la traîne des anges. Or, si les saints sont faits pour servir, les anges ne savent que chanter. Mes chants à moi, bien sûr, ne furent que de pierre. Mais si l'un d'eux a jamais pu vous plaire, mon Dieu, je n'aurais pas vécu complètement en vain. De tant de mots voulant se distraire un peu, le vieil homme se remit à une statue. Certes, il ne doutait pas que ce serait la dernière. Et ainsi qu'il aurait plu de rectifier sa vie, par cette œuvre, il reprit un marbre autrefois commencé. À présent, ne sais-je pas que les plus accomplies de mes œuvres elles-mêmes ne sont qu'ébauches ? Mieux vaut dès lors ne plus faire semblant de les achever. Et à côté de ces surfaces qu'en d'autres temps il avait polies, à la pierre il laissa toutes ses aspérités. On eût dit que cette part brute lui servant de signature, ici, avait envahi sa statue entière. Or, si jamais pierre ne fut plus pierre, aucune ne rendit si justement la chair. Le corps qui apparaissait pourtant n'avait plus seulement de bras, comme si à l'artiste il n'avait pas suffi de priver Dieu de ses jambes. Car c'était encore un crucifié qui se dressait là, et celle qui le soutenait, comme s'efforçant de le tirer de la mort, c'était sa mère, car elle était revenue, enfin,
mais n'avait plus rien de commun avec cette Vierge des commencements. Elle était vieille maintenant, aussi vieille que lui, aussi fragile. D'ailleurs, ils ne se distinguaient plus. Leur corps s'étant fondu en un seul fût de marbre. Mais la sculpture n'est pas faite pour les vieillards. Banni de son art même, l'ange n'avançait pas et avait à payer chaque jour de travail par 4 de repos. Pendant ces pauses forcées, lui revenait à l'esprit tout ce qu'il avait promis pour ne jamais s'en acquitter. Puis, quand ses remords se faisaient trop lourds, il essayait de se convaincre qu'imaginer une merveille importe plus que la réaliser. Comme il s'y attendait, il ne put finir sa Pietà. Et par elle, le livre à la preuve que les véritables chefs-d'œuvre, plus que de la maîtrise, naissent de l'abandon. Merci Sandrine pour cette très belle lecture. Merci aussi Marie-Françoise pour les images qui ont défilé à l'écran et qui reprennent en grande partie les images que vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre tout à fait exceptionnel, publié en 2005. Et avant de vous poser quelques questions, j'aimerais bien dire quelques mots sur justement le caractère exceptionnel de cette publication. Caractère exceptionnel puisque le volume est né d'un désir de collaboration entre deux artistes qui s'illustrent dans des médias souvent différents, tout en se retrouvant d'autres domaines, mais aussi exceptionnel parce que tant du côté de l'écriture que du côté de l'image, il se passe des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Vous insistez, vous avez beaucoup insisté, Sandrine, et à très juste titre, sur le fait que dans Élégie à Michel-Ange, vous avez essayé de faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on écrit sur Michel-Ange, à savoir d'un côté l'essai, plus ou moins académique, plus ou moins savant, et de l'autre côté le roman historique. On continue à publier je n'ose pas dire des tonnes, mais quand même de nombreux romans historiques autour de Michel-Ange. La production savante est intarissable. Par contre, vous avez voulu faire quelque chose de totalement différent et, à mon sens, de totalement inédit. Vous expliquez que vous avez voulu donner voix, au sens très matériel du terme, voix à un mythe. Vous allez tout de suite nous expliquer ce que vous entendez exactement par là, mais en guise d'introduction, je situe d'abord un peu le volume. Ce sera sans doute une des premières questions à vous soumettre. Tandis que vous, Marie-Françoise, qui en tant que photographe vous intéressez très souvent à la mise en image d'autres arts, la danse, le spectacle, l'architecture et en l'occurrence la sculpture. Mais les images que vous avez faites pour l'Élégie à Michel-Ange, que nous avons vu défiler ici à l'écran, sont quand même très différents de ce qu'on aurait pu attendre lorsqu'on ouvre le livre. C'est-à-dire que, d'une part, on trouve, et ce que vous voyez ici à l'écran, c'est donc les marbres de Carrare, donc les carrières d'où provient le matériau qui a été travaillé par Michel-Ange. Il est rare, je pense, de mélanger la matière brute et le produit plus ou moins final, même si beaucoup de sculptures de Michel-Ange restent à dessin inachevé. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce parti pris là aussi. En plus, et vous savez beaucoup mieux que moi, lorsqu'on photographie, surtout pour une reproduction en livre, lorsqu'on photographie des sculptures, il y a des règles à suivre, notamment en termes d'éclairage. Là aussi, vous n'avez pas peur de vous écarter de la plupart des lieux communs qui continuent à s'imposer lorsqu'on fait ce type de travail. Là, il faudra absolument que vous nous en parliez aussi. Mais avant de vous
reposer donc les questions que j'avais déjà annoncées, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce qui a déclenché le projet, ce qui a, disons, provoqué, entretenu le désir de travailler ensemble autour d'un sujet qui, pour des créateurs d'aujourd'hui, ne va pas forcément de soi. Et je propose qu'on commence par vous, puisqu'on a déjà entendu un peu Sandrine. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le désir de travailler ensemble sur Michel-Ange? Oui, alors c'est vraiment une proposition de Sandrine au départ, et qui, on se connaissait, on se fréquentait, on était déjà plus ou moins amis. Après, ça s'est approfondi à travers d'autres travaux que celui-ci. Et de Michel-Ange, qu'est-ce que je connaissais? La main de la création, les deux mains dans le Jugement dernier de la chapelle Sixtine. Et j'avais toujours trouvé une image presque d'Épinal pour nous tous, tellement on l'a vu. Mais quand même, il y avait cette puissance qu'il dégage aussi à travers 5 siècles et qui, moi, m'intéressait. Pardon. Parce que la puissance que dégage un artiste, c'est quelque chose qui reste toujours vivant. Que ce soit fait il y a 500 ans, ça nous traverse et ça nous porte. Donc moi, c'est ça qui... Et puis alors le texte que j'avais lu de Sandrine, qui était écrit avant que je fasse les photos, donc aussi, je ne connaissais pas du tout la vie de Michel-Ange, et cette incarnation, tout à coup, c'était... comment dire, moi aussi j'avais envie de faire des images aussi vivantes que son texte l'était. Alors je dois dire que par rapport aux autres travaux que je fais, j'ai beaucoup travaillé en urbanisme, il y a quelque chose qui est commun entre les photos entre les images qu'il y a de Michel-Ange et les photos qu'on peut faire de ville, c'est que c'est difficile à faire d'un point de vue des autorisations. Au courant de ma vie de photographe, j'ai commencé donc il y a assez longtemps, eh bien, j'ai fait beaucoup de photos à Bruxelles. Le monde de public, je veux dire des lieux publics, était tout à fait accessible. Il ne fallait pas d'autorisation. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus impossible à photographier, que ce soit n'importe où, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Et avec Michel-Ange, c'est pareil. Enfin, je ne sais pas si il y a 40 ans, on faisait des photos de Michel-Ange comme ça, mais on n'a pas le droit. Et donc, c'est toujours comment on va se faufiler pour saisir cette puissance, parce que c'est quand même ça qui m'a tellement frappée dans ce travail. Et alors, et l'éclairage, j'ai eu aussi des autorisations aux endroits où c'était possible d'en avoir, et puis parfois c'était sauvage. Et l'éclairage, j'ai fait avec ce qu'il y avait, mais le fait de traiter du noir, de passer en noir et blanc, pour moi, ça stylisait cette force et ça allait dans le sens de Michel-Ange, et la couleur aurait été une fioriture. Mais vous n'avez pas travaillé, disons, texte en main en fonction du texte de Sandrine? Est-ce que vous avez d'une façon ou d'une autre essayé de ne pas illustrer le texte de Sandrine? Mais moi, quand je travaille avec un texte ou une histoire, je vais le lire avant. Vous le connaissez par cœur? Oui, je le connais. Je connais l'esprit, et l'esprit me travaille tout le temps. C'est comme ça que ça se passe. Mais je ne vais jamais faire des images avec un texte à côté, hein, ça jamais. Non, je le porte, je l'ai digéré, je le porte en moi, et je suppose que quelque chose en moi va trouver comment lui répondre. Sandrine, pour vous, d'où venait le désir de collaborer avec une artiste visuelle, une photographe pour ce projet-ci? Oui, c'est que pour moi, le projet, il est né vraiment du texte de Michel-Ange. Enfin, moi, c'est vraiment la rencontre de quelqu'un, en particulier sa correspondance, qui m'a bouleversée, en particulier ses lettres de la fin de sa vie, quand c'est un vieillard et qui dit sa douleur d'avoir à mourir quand il approche des rudiments de son art, et puis de découvrir aussi son sentiment d'échec à travers tout ce qu'il avait fait. Enfin, le personnage m'a vraiment beaucoup touchée, et du coup, je suis rentrée tellement là-dedans dans cette parole que évidemment,
il fallait un contrepoint visuel. On ne pouvait pas écrire sur Michel-Ange en oubliant à ce point ses statues, enfin, en particulier son travail de sculpteur, parce que c'était ça qui m'intéressait. Il se percevait, lui, plus comme un sculpteur, pas du tout comme un peintre. Et du coup, moi, ce que j'ai demandé à Marie-Françoise, c'est d'entrer dans le processus et de sortir du résultat fini. C'était plus de regarder les statues, c'était d'entrer dans le jet, d'abord d'aller dans les carrières, ça c'était fondamental, et puis de retrouver cet arrachement de la pierre et cet arrachement, effectivement, que lui vivait comme l'arrachement de son âme dans un mouvement très, très platonicien. Michel-Ange, c'est vraiment un platonicien et un platonicien chrétien pour qui la question de l'incarnation du Verbe est le cœur de sa vie. Et c'est ça que je demandais à Marie-Françoise aussi, c'était d'incarner le Verbe, quoi, en toute simplicité. Enfin, il y avait quelque chose à retrouver de l'élan, c'est ça, où la voix porte. Oui. On va sûrement revenir sur la question du verbe, de la voix, etc. J'aimerais bien savoir comment, lorsque vous avez photographié Michel-Ange, quel était pour vous le rapport, s'il y en avait un, entre les sculptures et les poésies? Ah oui, ça répond directement à cette incarnation du Verbe. En fait, ce qui m'a... Je vais prendre votre question autrement. En fait, ce qui m'a le plus frappé dans tout ce travail, ce sont, qui pour moi synthétisent, comme toute l'œuvre de Michel-Ange, ce sont ces esclaves Atlas, les esclaves de la fin de sa vie, on va dire, qui ont été créés en 1536, contrairement à ceux qu'on voit ici, qui sont faits, je pense, en 1508-1513. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il va à l'essentiel avec celui Atlas, qui est vraiment confondu, qui est encore dans la pierre, parce que c'est ça l'incarnation du Verbe, hein, c'est ça mon lien quand même avec votre question. Et alors je me suis dit, tiens, je pensais aussi à Malevich, qui aussi commençait avec l'impressionnisme et comment dire, comme on va dire Michel-Ange le maniérisme, on va dire Malevich l'impressionnisme, qui était pas quelque chose de nouveau quand il y a touché, et puis qui, des années après la Révolution russe, je pense vers 1530, il dessine ces paysans tout à fait stylisés. Et je pense à Michel-Ange, qui fait ses esclaves en 1536, et entre ces esclaves-ci et les derniers, il y a le sac de Rome, en 1527. Et je me dis, tiens, cette violence, je pense que c'était hyper violent, le sac de Rome, ça a duré quand même plus d'1 an, ça l'a fait aller à l'essentiel dans sa manière de faire, quoi. Il n'a plus... comment je dirais, pour moi, c'est comme s'il avait quitté le maniérisme, enfin, cette exagération dans les formes, etc. Et que là, dans cet esclave Atlas et cette série de 3 esclaves, il est vraiment, il incarne le mot esclave, puisqu'il est encore esclave dans la pierre, il est encore prisonnier de la pierre, et il va se libérer, il ne l'est pas, enfin voilà. Est-ce que la mise en séquence des images dans le livre et ici dans le diaporama reproduit ou imite ou suggère quelque chose de cette quête de l'essence? Je pense que oui, que ça, c'est un peu... On le voit beaucoup, cette sculpture-là. Hein, c'est vraiment martelé. Je pense que le contrepoint avec ceux qu'on voit ici à côté de nous, qui vient au milieu, oui, reproduit ça, oui. Sandrine, cette question de voix, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cela? Est-ce que c'est quand même le fil rouge de votre travail d'écrivaine, oui, mais aussi de metteuse en scène, de cinéaste, etc.? Mais je crois que la base de mon travail, c'est quand même ce que j'ai vécu au théâtre, puisque j'ai commencé par être comédienne très jeune, et cette aspiration à me mettre dans la peau de l'autre. Ça, c'est ce qui est resté. Et avec Michel-Ange, c'était très, très fort. Parce qu'il y a vraiment une immersion dans ces textes pendant 1 an. Je crois que je n'ai fait que lire ça. Enfin, j'étais complètement là-dedans. Et c'était de l'ordre d'une possession. Enfin, évidemment, je me racontais cette histoire comme lui, je pense aussi se raconter cette histoire. Parce que
ce que je dis des morts, enfin ce rapport privilégié très fort qu'il a avec les morts, c'était quand même au cœur de sa vie aussi. Et moi, j'ai été très frappée par ce que Yourcenar raconte de son rapport à Adrien quand elle écrit les mémoires d'Adrien, où elle a vraiment un moment l'impression que c'est lui qui lui parle. Alors bon, évidemment, c'est qu'on se raconte des histoires qu'on fait tout pour. J'ai pas pris de produit pour me mettre dans des états où je pensais qu'il me parlait vraiment, mais il y a quelque chose, un moment où on cherche cette fluidité, et comme j'étais aussi beaucoup dans sa poésie, dans ses lettres, il y a un moment où effectivement j'avais besoin de croire que je ne savais plus si c'était lui ou moi qui parlait, quoi. Il y avait vraiment quelque chose. Et c'était... et lui, alors... Enfin, on vivait une histoire parallèle, du coup, parce que lui, il était là avec ses statues qui rataient toujours. Il y avait des problèmes techniques ou bien des catastrophes naturelles. Enfin, tout ce il avait l'impression d'avoir fait de meilleur, ça a été détruit. Donc, il était toujours dans une impression de désastre. Et moi, j'étais aussi dans mes angoisses de mort. J'avais l'impression que j'arriverais pas au bout de ce livre. Et on avait on vivait une espèce de relation complètement étrange, et donc au bout du livre, je croyais que j'allais mourir avec lui. Enfin, je me souviens, les moments où j'écrivais sa mort, c'était horrible. Il y avait, enfin oui, c'était vraiment très. J'avais 33 ans à ce moment-là, donc en plus, voilà, c'était quelque chose de très. Et je crois que je suis jamais allée autant dans la douleur de l'accouchement d'un livre. Enfin, ça a été ce qu'il y a eu de plus douloureux pour moi, mais je ne sais plus si c'est parce que ce livre était quand même difficile, ou si parce que j'entrais complètement dans son histoire à lui. Il y a une identification totale. En même temps, l'histoire est racontée par quelqu'un d'autre, par un des amants. Oui, mais qu'il aimait, c'est ça. Donc effectivement, il y avait aussi... j'utilise ce double, évidemment, pour créer des intermédiaires, mais en même temps, ce jeune amant est dans la fascination du personnage, comme moi je l'étais. C'était un détour pour finalement être encore plus directement avec lui. Donc l'amant vous représente à l'intérieur du livre. Fatalement, dans un livre, on est partout et nulle part. Enfin, c'est comme dans un rêve, qu'on est tous les personnages à la fois. C'est pas spécialement l'amant qui parle. J'étais autant dans la peau de Michel-Ange que dans ceux qui l'entouraient. Mais la visée, c'était toujours de me rapprocher plus de lui. Bon, sachant évidemment qu'on n'y arrive jamais, mais c'est dans l'impossible aussi que j'avais l'impression de mieux l'atteindre. Enfin, c'est évidemment très paradoxal, parce que lui, il avait toujours l'impression de rater ce qu'il faisait et de jamais accéder à ce qu'il voulait sculpter. C'était jamais l'idée platonicienne, évidemment, puisqu'il y avait toujours cette pierre. Et cette pierre qui faisait obstacle, il lui laisse de plus en plus de place, comme moi, d'une certaine façon, à ce ratage permanent. Je faisais aussi de plus en plus de place, parce que je savais à quel point j'étais loin de lui, je parlais même pas sa langue. Enfin, il y avait ça aussi. Oui, c'est aussi pour ça que je prends ce jeune amant, parce que le jeune amant ne parle pas sa langue. Il est français. Et ça me semblait fondamental. Je ne pouvais pas écrire dans la peau d'un Italien. Il fallait que... Et donc, dans l'histoire que j'imagine, il y a cet échange, cette fascination pour les deux langues réciproques, parce que ça, c'est quand même au cœur. Et bon, moi, j'ai aussi une longue histoire par rapport à l'Italie. C'est une langue qui m'a fascinée, et c'était au cœur quand même de cette rencontre, la beauté de sa poésie. Moi, oui. C'est quand même une poésie, donc ça fait 15 ans que j'ai écrit ce texte, et encore maintenant, je suis souvent traversée par des poésies de Michel-Ange. Enfin, ça marque au fer rouge. Pour revenir à votre travail de photographe, Marie-Françoise, il a été question déjà de la tension entre élan créateur et échec. C'est un des traits caractéristiques non seulement de l'œuvre, mais aussi de la vie de Michel-Ange. Est-ce que vous pourriez, nous parler un peu de la possibilité de rendre compte de la sculpture à l'aide d'un médium à 2 dimensions comme la photographie? Comment est-ce que vous avez essayé et vous y avez réussi de façon absolument exemplaire, mais cette idée de faire toucher l'objet même? Puisque toucher une sculpture, ce n'est pas toucher une photo. Et là, on a vraiment, en voyant les images, on a l'impression de toucher ce qu'on voit. D'abord, c'est l'idée de tourner autour.
Ça, c'est, on va dire, première chose, et que c'est tellement, on le voit peut-être dans les photos, c'est tellement différent si on se met comme ça, et si on se met là, si on se met à gauche, si on se met à droite, plus que pour quelqu'un, parce que quelqu'un, si on photographie quelqu'un de vivant, on n'est pas dans cette question de tourner autour, on est toujours dans un regard qui s'échange, etc. Et là, on a cette liberté-là. Je pense que Michel-Ange, il indique aussi où il faut se placer. Hein. Et puis aussi Sandrine, il y a des choses que je n'avais pas vues. Par exemple, les autoportraits dans les sculptures. Il y a 2 autoportraits dans toutes ces photos. Il y a 2 autoportraits qui sont comme la peau de son visage. Il y en a un qui se trouve au pied d'un enfant qui a des pieds de biche, on va dire, et un autre avec 2 personnages bibliques où on voit aussi son visage. Voilà. Et donc ça, quand on regarde bien la sculpture à la fin, on ne peut que penser... Enfin, on y va, quoi. On va photographier cette peau arrachée qui est son autoportrait. Donc, je pense aussi que dans ce métier, c'est un peu difficile de répondre à votre question parce que c'est un métier qui est très intuitif et qu'on ne formalise pas toujours le nombre infini de pensées qu'il y a, de censure, de ponts levés qu'il y a quand on fait une photo. Je me dis toujours qu'un jour, on devrait faire la liste de ces interdits et ces pouces au crime. Et que ça m'empêcherait presque de faire des photos, parce que je n'arriverai pas au bout. Oui, je comprends parfaitement. Sandrine, vous êtes une écrivaine, à mes yeux, parfaitement contemporaine. Beaucoup de vos livres plongent vraiment leurs racines dans tout ce qu'il y a de plus contemporain dans la société moderne. Vous avez choisi, ou vous choisissez régulièrement de travailler sur des sujets historiques et c'est pour moi un des grands charmes, une des grandes réussites de votre travail d'écrivaine, vous refusez de moderniser les sujets historiques, tout en faisant des textes éminemment modernes à mes yeux. Je ne sais pas si cette remarque vous suffit comme question, ça me frappe beaucoup. Oui, je suis en train de réaliser que, en fait, mon identification avec Michel-Ange a été peut-être tellement forte que ça m'a marqué pour la suite aussi, dans la mesure où, oui, je crois que mes livres, ils ont tendu à se rapprocher de moi ou de ce qu'on pourrait penser comme mon âme, dans la mesure où j'ai eu besoin d'abord de personnages autres que moi pour essayer de parler de ce que je vivais intimement et qu'après ça a cessé. Et que donc, dans ce détour aussi par des autres voies, par des autres époques, je cherchais quelque chose d'extrêmement présent pour moi. Et que du coup, à travers cet archaïsme, je cherchais quelque chose effectivement d'éternel. Moi aussi, je crois que je suis très marquée par Platon en ça. Et que j'aime l'archaïsme justement dans la mesure où il permet d'éviter l'ère du temps, enfin ce qui est à la mode, voilà, ce qui règne, les évidences plus ou moins contemporaines, voilà, et donc de toucher à quelque chose de plus brut, oui. Et d'ailleurs, je dis toucher à quelque chose de plus brut, et je voudrais rebondir sur la question à Marie-Françoise, parce que je crois que ça, c'était au cœur de notre collaboration, c'est que Marie-Françoise, je pense que spontanément, elle est dans le regard, et moi dans le toucher. Je souriais parce qu'on a eu une discussion hier qui touche encore à ça. Enfin, je dis toucher, oui, c'est une obsession, moi, de me rapprocher du sujet, d'entrer dedans. Et voilà, je pense que cette complémentarité, elle s'est aiguisée dans d'autres travaux qu'on a fait ensemble, qui étaient des films, donc le rapport au temps, il était différent. Mais où Marie-Françoise, elle est dans l'espace et moi dans le temps, où toi, spontanément, tu es plus dans un contenu, une matière, et moi dans la structuration. Enfin, voilà. Je crois que ça, là, on l'a découvert à travers ce travail-là.
Oui, François, cette question sur le rapport entre le passé et le présent, voire entre l'œuvre et une certaine tentative, ambition, désir de toucher à quelque chose d'éternel, est-ce que vous me permettez de vous poser la même question? Puisqu'on dit souvent que la photographie permet essentiellement de capter un instantané, un élément fugace, alors que visiblement le projet élégi à Michel-Ange vise plus haut que cela. Ouais. En fait, en photographiant les sculptures de Michel-Ange, je pense que secrètement, ça procède par capillarité et que justement son éternité, qu'elle doit me toucher aussi en le faisant, puisque j'en approche si fort que donc le regardant de tous mes yeux et de toute mon âme, ça doit déborder sur moi et sans doute faire quelque chose qui a le même effet. Voilà. Et ce même effet, est-ce que cela implique aussi le refus entre guillemets de faire moderne en photographie? Mais je ne me pose pas tellement ces questions-là, j'avoue. Quand je photographie, je ne suis pas dans la problématique d'être moderne. J'essaie toujours, c'est plutôt toujours d'être juste. Non, mais c'était un compliment que j'étais en train de vous faire, pas un reproche. Hein? Oui, mais je le prenais bien comme un compliment. Hein. Enfin, je veux juste dire que... comment dire que j'essaie toujours de nettoyer de tout ego, on va dire, et que si de temps en temps j'y arrive, je me dis d'autres vont saisir ça aussi, donc d'autres vont le voir, ça, voilà. Avant de passer la parole au public, puisqu'on a prévu une dizaine de minutes pour que vous puissiez dialoguer avec les artistes, j'aimerais bien vous poser, à l'une comme à l'autre, une dernière question. Voici donc un objet livre, un objet hybride, double, mix si vous voulez, mais un objet qui se prête à de multiples usages. On peut le lire à haute voix et on a vraiment l'impression que ça colle parfaitement au texte. On peut projeter sur un grand écran les images et on se rend compte que vraiment c'est comme ça qu'il faudrait les voir. J'aimerais bien savoir quel est pour vous, disons, le type de lecture idéal. Est-ce que c'est un livre qu'il faudrait mettre en scène? Est-ce qu'il faudrait songer à une, disons, conversion, transformation, adaptation à l'écran? Quelle est pour vous, disons, la suite à donner à ce livre? Suite idéale, bien entendu. Je commence. Mais si c'est un livre, je pense que ça doit rester un livre. Enfin, je veux dire que la forme... La question n'était pas de sacrifier les livres, mais de le prolonger, de l'étendre, de... Pour moi, c'est assez difficile de l'imaginer parce que ça a à voir tellement avec un intimisme, une intériorité, et qui est aussi au cœur de la démarche de Michel-Ange. Je pensais à l'instant à une phrase de Léonard qui pourrait vraiment s'appliquer à lui, qui est que la peinture, c'est l'art d'en rajouter, alors que la sculpture, c'est l'art d'en enlever, enfin, ce décapage. Et je pense que ça, c'était notre démarche aussi. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose... Et que c'est en ça que je pense que ça doit être un livre lu presque dans l'obscurité, mais enfin, voilà, dans peut-être la solitude et une forme de... Oui. Comme si ce livre pouvait être un miroir. Oui, voilà, en même temps, enfin, selon moi, il n'y a nulle solution de continuité entre le texte tel qu'on le lit silencieusement dans le livre et la lecture que vous en proposez. J'essaye de restituer mes voix intérieures, mais bon, voilà, je me méfie toujours de l'extériorité, oui, peut-être à tort, je ne sais pas. Alors, bon, je comprends bien ce que tu dis, Sandrine, mais bon, pour le photographe quand même qui est dans la matière de ce qu'il fait, pour moi c'est assez agréable de voir
les images projetées, parce que la qualité est meilleure que l'impression du livre. Les noirs sont plus profonds, et donc on voit mieux l'image, et puis elle est en plus grande, donc elle est plus frappante. C'est-à-dire les images sont bien reproduites dans le livre aussi. Oui, bien sûr, mais les voir en grand, on les voit mieux. Et c'est là, ici, la différence avec le texte et l'image, c'est qu'un texte, peu importe sur quoi il est imprimé, il peut être mal imprimé, l'effet que le texte vous fait n'a aucun rapport avec son support. C'est très rare d'avoir un art qui n'a pas de rapport avec son support, mais celui de la parole, enfin, celui de l'écriture en est un. La photo, non. Elle a besoin d'être bien reproduite ou d'être produite selon certains formats. Et ici, le fait de vous avoir tous vivants et écoutants ici en face de nous, avec Sandrine qui lit tout, et toi qui poses des questions, je trouve que oui, c'est tout à coup comme un petit miracle qui se passe au bout de cet effet en 2005. Comme ça, on est 13 ans après. Ça arrive, ce moment-là, qui arrive une fois. Pour moi, c'est assez satisfaisant, oui. La parole est à vous. Il nous reste quelques minutes, je pense, pour qu'un bref dialogue puisse s'établir entre vous et les artistes. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser les questions, c'est soit à Marie-Françoise, soit à Sandrine. Monsieur. Brièvement, la question s'adresse à Marie-France, la photographe. Comment avez-vous pris vos clichés, en argentique ou en numérique? En argentique, peut-être à part 1 ou 2 dans la série qui sont effectivement numériques. Cette question s'adresse à l'auteur du livre. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu en quoi, vous qui avez lu la correspondance, d'où venait ce sentiment de doute et à quel moment ce sentiment d'échec que vous avez évoqué de la part de Michel-Ange. Est-ce que c'était uniquement lorsqu'il était plus vieux ou est-ce que c'est venu assez tôt? Alors là, bon, c'est vrai que ça fait quand même longtemps, donc je ne me suis pas replongée dans les textes originaux maintenant. Dans mon souvenir, c'est venu très tôt. Oui. Et c'est à la fois des obstacles intérieurs et extérieurs, en fait, parce qu'il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait fait. Et en plus, c'est vrai qu'il y a eu des tas de calamités par rapport à ses œuvres. Il y a eu des tas d'œuvres détruites, enfin voilà. Donc l'échec, il était double aussi. Et alors le doute, ça c'est vraiment, de ce que je me souviens aussi, c'est quelque chose qui est là très tôt. Oui. Enfin, quand je dis doute, c'est... Je crois qu'il ne doutait pas de son talent, effectivement, de ce quelque chose dont il aurait dû accoucher, et qui avait cette nécessité qu'il portait, de ça il ne doutait pas. Mais du fait d'y arriver, enfin, c'était jamais ça. Je me souviens, autour de la Sixtine, ça c'était le sommet. Enfin, pour lui, c'était horrible. Enfin, déjà, bon, les conditions dans lesquelles il travaillait couché, il était malade tout le temps, il faisait froid, il faisait chaud, enfin, c'était terrible. Et lui, il avait l'impression de ne pas être un peintre. Alors, il y avait aussi cette contrainte perpétuelle des papes autour de lui qui lui demandaient des choses que lui avait l'impression de ne pas savoir faire. Quand on lui demandait de sculpter dans du bronze, il ne connaissait rien au bronze. Enfin, il était toujours empêtré dans des obstacles, dans des contraintes. Il a souvent envie d'arrêter. Voilà, c'est quelqu'un... Je crois qu'effectivement, la liberté, c'est quelque chose qu'il n'a jamais connu. Enfin... La liberté, la fluidité avec son travail, alors est-ce que ça a à voir avec ça, le fait qu'il laisse de plus en plus de pierres brutes, enfin, ça c'est ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, pour le carteggio, la correspondance que nous avons citée, qui est une source formidable pour connaître la démarche artistique de Michel-Ange, mais aussi sa condition humaine. Et il existe une très belle traduction publiée aux Belles Lettres, qui est d'ailleurs disponible également si vous voulez la feuilleter. Donc, vous aurez la possibilité aussi de la lire. Et demain de l'écouter dans une lecture bilingue français-italien. Je vous remercie et je remercie. Merci.